Aujourd'hui, on va parler du management en binôme. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, je reçois mon ami Romain Collignon. Je lui ai demandé de venir témoigner de son expérience du management en binôme, puisque ça fait longtemps qu'il travaille avec des bras droits. Il va nous expliquer comment il les a recrutés, ou plutôt comment il les a rencontrés puis recrutés. Il va nous raconter toutes les anecdotes. Il va nous expliquer à quel point ça a été transformateur pour lui et pour son entreprise. Et surtout, comme c'est quelqu'un de très structuré, il va nous partager ses meilleures pratiques. En particulier, à la fin du podcast, il va nous donner ses 3 meilleures pratiques. Je te rappelle aussi qu'on a une formation sur ce sujet qui s'appelle Bras droit gagnant, dont je mets le lien en descriptif. Si ça t'intéresse, si tu es convaincu après avoir écouté le podcast, n'hésite pas à aller voir cette formation. Pour l'instant, place à ma conversation avec Romain. Salut Romain. Salut Cédric. Tu vas bien ? Très bien. Et toi ? Très bien aussi. Je suis hyper content de te recevoir. La dernière fois, je crois qu'on a parlé de l'entreprise remote. Cette fois-ci, on va parler du binôme dirigeant bras droit que tu as mis en application depuis déjà un moment et sur lequel tu as une grande expérience. Avant de commencer, question traditionnelle, si quelqu'un a cliqué par hasard sur cet épisode, quelle est la chose la plus importante avec laquelle il pourrait repartir de notre conversation ? Eh bien, je te dirais que pour piloter une boîte, il faut être 2. Génial. Est-ce que tu peux nous dire ton grand message, ta grande mission, ce qui guide ta vie, tes valeurs et en quoi ça influence tes actions quotidiennes ? J'en ai 2, mais je te partager peut-être celui qui va plus correspondre à ce qu'on va pouvoir discuter dans ce podcast. C'est que quand on parle Romain Collignon, on parle Squared, qui est l'entreprise que j'ai fondée en 2016. Il y a le mot structure qui est associé à ça. Et le mot structure chez les entrepreneurs, chez les dirigeants, c'est pas tout le temps le mot qui apporte de la joie, mais plutôt qui hérisse le poil. Mais pour moi, la structure, c'est ce qui apporte la liberté. C'est à travers et notamment chez le dirigeant. C'est en ayant une entreprise structurée qu'on peut être libre. C'est ce qui apporte le bonheur et c'est aussi ce qui apporte le lien entre êtres humains, ce qui peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais en tout cas moi c'est un des grands messages que j'aime beaucoup partager. Génial. Ça correspond aussi beaucoup à ce qu'on dit chez Outils du Manager. Nous on parle de système, en fait c'est la même chose. On pense que voilà, le système il est absolument nécessaire pour que tout ce que tu viens d'évoquer puisse advenir. Donc ta grande mission dans la vie, c'est quoi ? La grande mission dans la vie, c'est de libérer l'entrepreneur à travers la structure pour qu'il puisse libérer tout son potentiel en tant qu'être humain, mais aussi libérer tout son potentiel, le potentiel de croissance de sa boîte. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu vas libérer, que tu vas avoir comme super pouvoir pour réussir ça ? Alors super pouvoir, c'est je pense la simplicité des choses, parce que quand on parle de toi, tu parlais de structure égale système, c'est vrai que structure, moi je le vois avec 3 angles, c'est oui les systèmes, les process et les êtres humains, le capital humain, les équipes, et donc finalement une boîte c'est comme un corps humain, c'est comme un organisme vivant. Ça peut être très complexe, mais je me suis rendu compte que les boîtes qui fonctionnent le mieux, c'est quand ils ont des structures et des systèmes qui sont simples, qui sont vertueux. Et ça c'est une de mes zones de génie en tant qu'être humain et aussi de ce qu'on fait chez Squared, c'est de se transformer la complexité en simplicité pour les entrepreneurs. Et plus on a un business qui est simple, une façon de fonctionner qui est simple, plus justement on se libère au moins déjà de la charge mentale après du temps, et puis et ce qui nous permet de réinvestir ces ressources, ce temps, cette énergie dans des activités de croissance pour la boîte notamment. Génial. Alors là, ça fait plusieurs fois que tu nous parles de Squared. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est, ce que fait Squared, et puis peut-être un petit peu l'histoire derrière la création de Squared, parce que moi, la dernière fois qu'on s'en était parlé, j'étais resté à M67, M78, 56, donc ça a changé de nom déjà. Ouais, alors Squared, on est un accélérateur d'entrepreneurs. Je dis bien d'entrepreneurs et pas d'entreprise, puisque notre démarche, elle est vraiment au cœur de
du système entreprise qui est l'humain. Donc ça c'est une première chose. Et c'est vrai que cette société existe depuis 2016. Mais que l'année passée, on a fait un rebranding complet, puisqu'avant la société, alors tu parles des M67, M78 qui sont finalement nos offres, nos produits, les Mastermind 67, les Mastermind 78, et que il y a à peu près 18 mois, et donc l'année dernière, on a senti la nécessité de pouvoir désincarner la boîte, parce qu'aujourd'hui c'était sous mon nom, Romain Collignon, et les programmes, pour justement, et donc on a travaillé avec une agence de branding pour retravailler toute l'identité de marque, la mission, les valeurs, etc. Et c'est Squared qui est ressorti. Ceci étant dit, le début de l'histoire, c'est 2016 avec un nouveau lifting aussi visuel qui a eu lieu l'année dernière. D'accord, ok. Et donc vous accompagnez. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, réexpliquer peut-être ce que vous faites? Vous êtes plutôt positionné infoprenariat et espace francophone. Ouais. Est-ce que tu peux dire un petit peu ce que vous faites, en fait, à quoi ça sert? C'est-à-dire quand on vient vous voir, ouais. Moi je sais parce que je suis passé par chez vous, mais ouais. On vient pour deux choses. C'est vrai que tu as mentionné l'infoprenariat. Je sais pas jusqu'à quel degré cette industrie de l'infoprenariat est connue, mais la plupart des membres de nos programmes sont des entrepreneurs qui ont une expertise, un savoir-faire, qui est la matière première sur les produits et les services qu'ils peuvent vendre au sein de leur entreprise. On va par exemple avoir des experts en séduction, des experts en couple, des experts en immobilier, des experts en management, notamment Cédric, ou en outils du management. Et cette expertise, elle est packagée dans une offre, un produit qui peut être soit une formation en ligne, soit du coaching, soit même de l'événementiel. Et donc l'infoprenariat, c'est un domaine qui est assez récent, je dirais. L'émergence était en 2008, ça commençait à bien pousser en 2013, 2014. D'ailleurs, je dis 2008, toi, ton podcast, tu l'as créé en 2009, il me semble, donc t'es un dinosaure. Mars 2009, ouais. Bah voilà, donc ça fait 15 ans, quoi. C'est juste énorme. Et maintenant, c'est une industrie qui est en pleine croissance. Il y a beaucoup d'acteurs. Ceci étant dit, les entrepreneurs à tête de ces entreprises-là sont d'une part relativement seuls, n'ont pas fait de grandes écoles, n'ont pas forcément le réseau, n'ont pas les investisseurs pour les aider, et donc ils sont seuls à la fois dans les décisions qu'ils doivent prendre dans leur boîte, et puis de manière globale, c'est vrai que dans le précédent podcast qu'on avait enregistré sur les outils du manager, on parlait d'équipes remote, asynchrone, ils sont seuls aussi à travailler chez eux. Et donc c'est là où on vient s'inscrire aussi avec Squared, c'est que on est là pour les aider à structurer leur boîte, à les libérer, mais on le fait d'une manière assez spécifique, qui est de créer du lien entre tous ces entrepreneurs-là, à travers un format qui est le format Mastermind auquel tu as pu participer, où on se fait à la fois un réseau, mais aussi on échange avec d'autres entrepreneurs qui sont pas forcément dans la même thématique, mais qui ont les mêmes enjeux business et avec qui on va pouvoir échanger et grandir ensemble. Ouais, pour moi, ça a été vraiment l'occasion. Pour moi, je me suis lancé sans savoir ce que c'était que l'infoprenariat. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Et effectivement, à l'époque, en plus, on n'en parlait pas tellement. Et quand j'ai rejoint, à l'époque, donc le M67, c'était pour comprendre cet écosystème, savoir comment ça fonctionnait, rencontrer d'autres entrepreneurs du même type. Et c'est vrai que voilà, c'est super intéressant. Ça permet d'échanger des bonnes pratiques, de se faire un réseau, etc. Pour ça avait été assez génial. Alors, si on continue sur notre sujet du jour, c'est quoi, si tu devais définir ta vision du management, avant qu'on rentre vraiment dans le binôme dirigeant-bras droit, ce serait quoi, si tu pouvais me donner tes principes de management ou quelques principes de management, tu dirais quoi, en fait, si tu essayais de résumer le management, qu'est-ce que ça veut dire pour Romain Collignon? Ouais. Pour Romain Collignon de manière globale ou pour moi, ma façon de manager? Ta manière de manager, ouais. Ok. En pratique. Ce que tu essayes de mettre en pratique. L'idéal du management, selon toi. Ok, alors ça va être pour moi, je sais pas si ça va être la même vision pour chaque dirigeant, parce qu'on a tous aussi nos spécificités. Ouais. En tout cas, par exemple, ma spécificité n'est pas de faire des one-one. Comme je sais, toi, tu es fan. Par contre, j'ai mon bras droit, Romuald, qui fait les one-one. Ouais. Ceci étant dit, ce pourquoi, en fait, je mets beaucoup de focus et d'intention, c'est d'incarner le business et d'être le garant de la vision. Donc, je pense quelque chose sur lequel je suis très bon et un peu naturellement câblé, c'est de pouvoir projeter et décrire aux équipes notamment, mais même au marché, où est-ce qu'on va sur les prochaines années. Alors, j'ai pas forcément toujours raison,
mais je sais que c'est comme si c'était du fuel qui vient alimenter le pourquoi, le why de l'équipe. Donc ça, c'est donc vision, qui est un des éléments de la culture d'entreprise. Donc moi, c'est vraiment un gros travail. Et puis dans la culture de la boîte, il y a aussi les valeurs. Donc on est très très au clair chez Squared sur ces valeurs. On en a 5, qui est l'ADN. Et je peux rappeler, je pense, chaque jour ou féliciter les collaborateurs lorsque ils ont fait quelque chose qui vient illustrer une valeur cœur, mais aussi à rediriger avec un feedback constructif quand c'est pas le cas. Et je crois que tous les jours, si ce n'est 2 fois par jour, je suis connecté à ça en tant que visionnaire. Super intéressant. En fait, ce que tu décris, c'est ce que j'appelle le management de vitalité par rapport au management quotidien. Vitalité, effectivement, c'est la vision, c'est où on va, pourquoi on se bat, etc. Puis tu as parlé de la culture, et la culture, c'est comment on fait chez nous, comment on y va, c'est quoi comment on collabore ensemble, etc. Effectivement, je pense que si tu te considères comme un leader, et ça va nous amener tout naturellement au sujet du jour, bah c'est le truc que tu lâcheras pas, parce que c'est le truc que tu lâches jamais, ça, en fait. Après, tu fais pas de one-on-one, quelqu'un en fait dans ta boîte. En fait, moi, si tu veux, vraiment mon avis là-dessus, c'est que les collaborateurs ont besoin d'avoir des 1-1. Mais il n'y a rien qui dit qu'il faille qu'ils aient des 1-1 avec le leader de la boîte. Il faut, pour moi, pour qu'une boîte fonctionne bien, pour que ça fonctionne bien, il faut que chaque personne ait ce 1-1 avec quelqu'un. Et donc, c'est une démarche qui peut être en partant du haut, en disant tout le monde fait, voilà, la tête fait des 1-1 avec ceux qui sont en dessous, et ainsi de suite. Ou on peut partir du bas en disant dans ma boîte, il faut que tout le monde ait un 1-1 avec qui... Tu vois, tu peux construire des 2 côtés. Donc, et effectivement, quand tu es visionnaire, tu interviens sur la vitalité. Et la vitalité, ça implique pas forcément de relations en 1-1, à part avec ton bras droit. Et puis pas des relations aussi fréquentes, parce que la vitalité, ça peut être des grands événements, etc. Mais on va détailler tout ça. C'est exactement ça. Ouais. Grands événements. Tu vois, par exemple, la vision à 3 ans, on fonctionne sur des cycles de 3 ans. Il y a une mise à jour chaque année. Mais au sein de l'année, on a des points trimestriels avec toute l'équipe. Et là, dans un mois, on part tous ensemble dans une villa très sympathique dans le sud de la France, simplement pour connecter et ce genre de choses. Donc, plus j'avance à la tête de cette entreprise-là, plus je mets vraiment du focus et de l'intention autour de ça. Ouais. La culture de la boîte. Génial. On arrive dans notre sujet du jour. En fait, moi, j'aime bien partir du départ. Ça a été quoi le moment décisif qui t'a convaincu d'adopter ce modèle dirigeant et bras droit, c'est-à-dire ce modèle un peu bicéphale dans ta boîte? C'est bien que tu dises bicéphale, parce que j'ai toujours le mot schizophrénie qui vient quand je dois raconter cette histoire. Je crois qu'il y a une convergence c'est 2019 où j'ai commencé donc il y a 5 ans à appliquer ce modèle-là. On parle ici, moi, j'aime bien parler de visionnaire intégrateur. Toi, tu utilises visionnaire réalisateur. On a bras droit, etc. Il y a CEO, COO. En fait, en fonction des niches, c'est des termes différents, mais en fait, on parle de la même personne. Bien sûr. Et il y a eu premièrement une lecture qui m'en a fait vraiment prendre conscience. C'est le livre de Gino Wickman, Rocket Fuel. Super beau. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une suite sur le bouquin où il y a il y a toute une suite de bouquins, mais Rocket Fuel détaille justement cet aspect visionnaire intégrateur. Et quand j'ai lu le bouquin, je fais mais c'est moi. Enfin, tous les pains du fait d'être tout seul à la tête de la boîte étaient listés ici. Et c'est là où j'ai pris conscience de plusieurs choses. La première, c'est que quand on est seul à la tête d'une boîte, c'est qu'on est schizophrène. C'est-à-dire que on est à la fois le visionnaire, celui qui va être porté vers le futur, celui qui va être créatif, celui qui va être porté vers l'extérieur, faire rayonner la boîte. Et puis il y a l'autre partie qu'on doit jouer, c'est celle opérationnelle, c'est celle qui doit être tournée vers l'intérieur, sur ce qui doit être mis en place pour que la boîte fonctionne, sur le aujourd'hui. Et c'est dur en fait. Et quand on s'en rend pas compte qu'on est deux dans sa tête, en même temps on est capé. Et la meilleure analogie que j'ai jamais employée, et je crois que j'ai lu dans ce bouquin-là, c'est les frères Disney, où on entend toujours parler de Walt Disney, et très peu de son frère Roy, qui était lui le réalisateur, l'intégrateur, le bras droit. Donc ça, c'était la première prise de conscience. Après, c'est bien beau, parce que on le voit,
c'est que un bras droit, si on le comprend sur le papier, quand on a tout fait tout seul. Et tu vois, par exemple, des modèles de start-up où il y a plusieurs associés, souvent, en fait, la répartition est déjà faite. Oui. T'as un CEO, t'as un CTO, t'as un CEO, et donc on se pose pas les questions. Et moi, j'ai eu la chance de faire une rencontre assez incroyable dans mon coworking de l'époque en 2019 chez WeWork, en la présence de Derek qui était COO pour une entreprise très similaire à ce qu'on faisait chez Squared et qui proposait ses services de fractional COO. Donc c'est pareil, c'est du bras droit à temps partagé. Donc on peut parler de bras droit à temps plein ou à temps partagé, qui m'a fait prendre conscience que je pouvais toucher quelqu'un qui potentiellement pouvait m'aider. C'était pas juste un livre, c'était pas sur des pages. Et au moment où je venais d'avoir mon premier enfant, et où je n'avais pas d'autre alternative puisque je ne dormais pas et voilà, j'étais un petit peu au bout du rouleau. Donc c'est tous ces éléments-là qui m'ont convaincu d'au moins essayer le modèle dirigeant bras droit. Ouais. C'est vrai que ce que tu dis, en fait, l'histoire de la schizophrénie, on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Non. Mais à un moment, souvent on se dit mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'avancer. Et puis de reculer, puis de réavancer, ouais. Puis de reculer, puis de réavancer et de reculer. Et en fait, parce qu'en fait, on n'est pas les deux personnes en même temps dans sa tête. Il y a et typiquement le moment, je sais pas si ça va parler, si ça va te parler, ça va parler à ceux qui nous écoutent. Le truc où tu t'en rends vraiment compte. Et d'ailleurs, ça existe aussi chez un manager. C'est t'es au boulot et tout d'un coup tu prends des vacances. Et en vacances. On est tous pareils, on pense au boulot, hein, on a du mal à ne pas y penser. Et là, on se dit, ouais, il faut faire ça, on va faire ça, quand je vais revenir, je vais faire ça, c'est ça l'avenir de la boîte et tout. Et tu rentres, et en fait, le quotidien te retombe dessus, et en fait, t'as l'impression, souvent on dit, bah ouais, toutes mes idées, j'arrive jamais à les appliquer, etc. C'est juste que pendant tes vacances, t'as été en situation d'être visionnaire de ta boîte. Mmh. Et juste le contexte t'a mis en situation. Et quand tu reviens dans le contexte où tu remets ta casquette du mec qu'il faut que ça s'exécute, qui réalise, etc., bah en fait, t'es plus dans la situation d'un visionnaire. Je sais pas si, tu vois, et je pense que c'est pour ça que je crois assez fort que en fait, il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont pas visionnaires simplement parce qu'ils ont jamais été en position d'être visionnaires. Sauf peut-être pendant leurs vacances, sauf peut-être sous leur douche, sauf peut-être quand ils font leur footing, et ils se rendent bien compte qu'à ce moment-là, ils raisonnent pas de la même manière que quand ils sont au boulot. Et c'est ça, en fait. C'est juste ça, la différence entre un visionnaire et, enfin, entre un patron qui prend la casquette de visionnaire ou un patron qui garde les deux casquettes. C'est juste ça, la différence. Ouais. Et si je peux partager une bonne pratique que tu m'avais appris à l'époque, c'était sur l'agenda, d'avoir des temps de rien dans l'agenda, justement pour se laisser le loisir d'être dans sa posture de visionnaire. Parce que sinon, on peut vite remplir l'agenda de trucs opérationnels. Et j'avais partagé aussi une bonne pratique, alors qui te concerne peut-être pas parce que toi, tu étais déjà en remote. Mais pour les gens qui sont pas en remote, c'est-à-dire qui vont à leur entreprise tous les jours, comme la plupart des chefs d'entreprise, moi, j'ai une bonne pratique qui s'appelle l'agenda inversé. Ça veut dire que par défaut, au lieu d'être dans ta boîte, t'es pas dans ta boîte. C'est-à-dire que tu écris dans ton agenda les rendez-vous que tu as avec des gens dans ta boîte. S'il n'y a pas de rendez-vous écrit, tu n'y vas pas. Et ça peut justement te mettre dans cette position où bah, tu es tout seul avec toi-même. Et donc, qu'est-ce que tu fais en général quand tu dois travailler et que tu es tout seul avec toi-même? Bah, tu réfléchis sur ton entreprise au lieu de réfléchir dans ton entreprise. C'est vrai que ça marche. Alors, si on prend le fil, donc, tu t'es débordé, tu rencontres des recs, tu te dis il faut que je change quelque chose dans ma manière de bosser. Comment tu sélectionnes ton bras droit? Comment tu fais pour choisir la bonne personne? Est-ce que c'est structuré déjà dans ta tête? Est-ce que tu vois juste une bouée qui passe et tu te mets dessus? Ça se passe comment ensuite? Je pense qu'à l'époque, je sais déjà que dans un business, il y a des décisions à prendre qui vont changer drastiquement le cours des choses et que celle-ci, ça va en être une. Okay. Donc, il y a une espèce de saut de foi. Je pense qu'il y a vraiment un coup de chance parce que Derek, ce que je t'ai dit, on est dans le même coworking, on est en face. Il a le même ordinateur que moi et il a le livre Rocketfuel posé aussi à côté, quoi. Et en fait, c'est sur ça que j'ai engagé la conversation avec lui parce que je connaissais. Enfin voilà, bref. Et Derek, il est américain. Et donc, il y a à la fois ce coup de chance, puis juste de discuter ensemble. Le timing était bon, et puis le saut de foi est de démarrer.
ce qui m'a permis de pas tergiverser sur la sélection d'un bras droit. Et je sais que c'est un vrai sujet pour beaucoup d'entrepreneurs, et c'est quelque chose sur lequel désormais moi je travaille avec les membres de Square, de pouvoir leur mettre à disposition ce genre de profil. Maintenant, avec le recul, parce qu'on a travaillé avec Derek pendant 18 mois. Après ces 18 mois-là, Square avait besoin de quelqu'un à temps plein. Et aujourd'hui, Derek ne travaille plus avec nous, mais a laissé la place à Romuald, et peut-être j'en parlerai plus tard, qui est aujourd'hui notre bras droit à temps plein. Mais avec le recul, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné, et très bien fonctionné, peut-être en termes de qualité ou de compétences? Le premier, c'est les valeurs. Quand je te disais que culture de la boîte, c'est un fit parfait. Et ça, on parle des valeurs du bras droit. C'est pour tous les membres de l'équipe, mais s'il y a encore quelqu'un peut-être de plus important, parce que lui aussi va diffuser en interne sur l'équipe, c'est une adéquation avec les valeurs de la boîte. Et je crois qu'il y avait une complémentarité en termes de zone de génie, en termes de là où j'excelle, par rapport à ce que lui pouvait faire. C'est-à-dire que on le verra, moi je suis pas mal sur les réseaux, je fais des podcasts, je suis plus tourné vers l'extérieur, et lui c'était quelqu'un de tourné vers l'interne, vers la boîte, vers le management, vers l'humain, les équipes. J'aime les équipes, mais pour passer des bons moments, pas pour faire des one-one. Il était très orienté aussi système, process, et un truc qui aujourd'hui, j'aime avoir des idées, j'aime lancer des projets, mais je ne vais jamais au bout des projets. Ok. C'est genre, je pourrais courir un marathon et m'arrêter 5 km avant, même si je pouvais aller jusqu'au bout. Parce que pour moi, c'est déjà terminé, c'est déjà fait. Et le fait d'avoir quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses dans le détail, ce qui va faire que on est en train de construire une vraie brique pour la boîte sur laquelle on va pouvoir continuer à bâtir, moi, c'est quelque chose qui me manquait énormément. C'était toujours très bien fait, mais pas jusqu'au bout. Ok. Super intéressant. J'ai noté 2-3 trucs, je te les restitue si ça te... avec grand plaisir. Si ça te parle. Puis après, j'ai une question sur Derek, faudra pas que j'oublie, je vais la noter. En fait, ce que tu as dit, c'est que là où tu dois rencontrer ton réalisateur ou ton bras droit, c'est sur les valeurs. En revanche, il faut pas que ce soit ton clone. Il faut pas que ce soit la copie de qui tu es. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu dis. Et c'est souvent un grand sujet d'étonnement pour les chefs d'entreprise qui commencent à envisager d'avoir un bras droit. C'est cette impression qu'en fait, mais si je lui donne tout ça, il va avoir le même problème que moi, ça va l'emmerder en fait, tout ça. Mais non, ça va pas l'emmerder justement, parce que lui, ce qui le terroriserait ou ce qu'il détesterait faire, c'est ce que toi tu aimes faire. Et en fait, c'est pas évident pour un chef d'entreprise qui a cet esprit, qui a envie de cet esprit visionnaire, de se dire mais non, l'autre, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'interne, c'est de construire, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est de voir les personnes en un à un, tous les jours ou toutes les semaines, etc. En fait, c'est pas, ça paraît évident quand je le dis, mais je vois très bien que même quand j'explique ça à un chef d'entreprise, quand il écrit son annonce pour trouver quelqu'un, il essaye d'attirer son bras droit avec ce qui lui plaît. Lui pense. Du coup, il se retrouve en entretien avec des mecs qui lui plaisent parce qu'ils lui ressemblent, mais qu'il faut surtout pas qu'il embauche, parce qu'effectivement, ça marchera pas. Parce qu'en fait, ils sont pas complémentaires du tout, ils sont similaires, un petit peu, parfois, peut-être comme dans un couple. Les valeurs, oui, c'est absolument indispensable, je suis d'accord avec toi. Après, sur la partie compétences et ce que j'aime faire au quotidien, ça peut pas être la même chose. Sinon, déjà d'entrée, ça va mal fonctionner. Je pense qu'il peut y avoir des petites zones de recoupement. Ouais. Mais c'est important de savoir aussi qui excelle dans quoi. Tu vois, moi, marketing, commercial, c'est vraiment ma zone de génie. Ouais. Par contre, les finances, tweaker des Google Sheets ou des... J'aime bien les voir quand ils sont faits et réalisés. Et je sais par exemple que Romuald, qui aujourd'hui est le CEO de Square, il prend un plaisir énorme dans un Google Sheet, pour te dire, quand on est sur Zoom avec l'équipe à brainstormer une nouvelle fonctionnalité pour le mastermind, il est déjà en train sur Zoom de rentrer les chiffres pour voir si niveau budget ça le fait. Et moi, ça, c'est le truc j'en fais des cauchemars de ça. Ouais. Mais en fait, c'est génial. Donc, parce que c'est comme si tu avais un cerveau à côté qui faisait les trucs c'est-à-dire que toi, tu es bien dans ton rôle, du coup, ouais. Et l'autre, il consolide et il est capable de dire non, mais ce que tu dis, ça va pas le faire, regarde les chiffres. C'est vraiment intéressant. Le deuxième truc qui m'a vachement intéressé aussi dans ce que tu dis, parce que je vais te dire un truc, on se connaît un petit peu, et
moi, à la base, j'avais l'impression que tu étais justement quelqu'un qui avait plutôt un profil parce que justement, tu parles tout le temps de structure, etc. Et je m'étais dit, c'est marrant parce que c'est pas forcément. Enfin, en fait, tu as donné l'explication tout à l'heure. C'est que tu as dit, moi, j'adore réfléchir au système etc. Et en fait, je pense que tu fais partie des gens qui, une fois qu'ils ont réfléchi au système et quand dans leur tête c'est possible et c'est cohérent, c'est fini. Le boulot est fini. Sauf qu'en fait, pour ton bras droit, c'est là où le boulot commence. Exactement. Et c'est là quelle est la complémentarité. Et la structure, c'est une valeur, en fait. Dire tout marche parce que la structure fonctionne bien, en fait, ça fait partie des valeurs. Ça fait partie des croyances. J'avais une question sur Derek. Avec le recul, parce que tu me dis Derek, en fait, il était fractional CEO. Donc ça veut dire que il avait plusieurs clients en même temps, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et ça marche, ça? Je veux dire, parce que comme par la suite, tu as eu besoin de prendre quelqu'un à plein temps. Oui. Et tu vois, c'était une de mes questions quand j'ai su que tu avais utilisé une personne à temps partiel. Est-ce que tu penses que c'est jouable vraiment d'avoir quelqu'un qui se partage entre plusieurs entreprises? Alors oui, et je crois qu'il faut peut-être discrétiser la notion de bras droit. Un bras droit, on peut l'avoir pour déléguer des tâches, mais payer un bras droit du type hyper capé, senior, on va pas le payer à ce tarif-là pour effectuer des petites tâches, on va dire, de bras droit. Ouais. Donc, pour moi, il y a déléguer les tâches, déléguer les responsabilités. Mais encore une fois, déléguer les responsabilités, ça reste toujours le visionnaire qui va dire, on va là-bas, voici les critères de succès. Peu importe comment on y va, je te délègue la responsabilité. Et le niveau du dessus, c'est déléguer les décisions. C'est-à-dire, voici la vision, tu prends la décision et tu chapeautes tout. Et en fait, dans cet esprit de déléguer les décisions, le bras droit, il a la responsabilité de s'entourer lui aussi des bonnes personnes à qui déléguer les tâches et les responsabilités, soit des gens qui sont déjà en interne dans la boîte, soit des gens qu'on va recruter. Et au final, le temps qui va passer dans la boîte, purement stratégique, purement organisationnel, managérial, n'a pas forcément besoin pour un certain stade de développement et de maturité d'une boîte d'être à temps plein. Si c'est le cas, s'il est à temps plein, en fait, pour généralement le type de salaire de ce genre de personnes, on paye trop. Enfin, c'est pas le meilleur investissement en fait. Il faut mieux avoir 2 personnes. Et c'est pour ça d'ailleurs que là, c'est vrai qu'on parle de relations visionnaire intégrateur. Moi, plus j'en parle, plus je vois un trio, un plan à 3. Désolé de le dire, mais visionnaire intégrateur et quelqu'un, tu vois, assistant opérationnel ou OBM, on parle de business manager, qui ne sera pas en mesure de pouvoir être là pour les prises de décision trop stratégiques, mais quelqu'un qui va pouvoir exécuter au jour le jour. Et donc dans ce format-là, on peut avoir quelqu'un effectivement à temps partagé. Fractional, c'est un terme anglais qui se popularise énormément pour voilà. Je sais pas si ça aborde de la clarté. Si. Et aujourd'hui, Romuald, en fait, il est quand même à plein temps chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il est ton réalisateur, mais que en plus il a un autre poste qui aurait pu être un poste d'opérationnel. Ou... Alors, il est à plein temps chez moi, chez Squared, mais en fait, il pilote 2 boîtes. Il pilote à la fois Squared et aussi Fractional, qui est cette nouvelle entité qu'on a lancée il y a 6 mois pour placer des intégrateurs à temps partagé. D'accord. Et concrètement, là aujourd'hui sur Squared, c'est pas un temps plein. Il a été pendant mon à temps plein. En fait, ça dépend aussi des phases du business. C'est-à-dire que quand on différencie bien, nous, les phases de build et de run. Le build, c'est là où on va construire des nouvelles choses, des briques. Et là, chez Squared, ça fait à peu près 9 mois qu'on est dans du run. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'innovation majeure qui nécessite, mais par contre, on a du run et ce run-là, c'est effectivement là. Ouais, c'est du pilotage, mais au quotidien. Voilà. C'est pas la révolution, vous n'êtes pas en train de retourner la boîte. Ouais. Non, ça on l'a déjà fait là. Ouais, faut pas le faire tout le temps. Ok. Non. Ouais, super intéressant. Un autre moyen de fonctionner avec un bras droit ou peu importe le nom, c'est qu'il ait aussi une tâche opérationnelle dans la structure. Par exemple, qui s'occupe aussi des finances, ou sans avoir besoin d'avoir un directeur financier, ou qu'il soit, je sais pas, qui s'occupe aussi d'une spécialité que lui maîtrise, par exemple l'informatique ou des choses comme ça fonctionne. Mais
sa place prédominante, effectivement, c'est d'être le réalisateur. C'est d'être celui vers qui les gens se tournent quand il y a un problème au quotidien, etc., etc. Il prend en fait la partie du management qui est quotidienne. Ouais, tout à fait. Et puis peut-être une prise de perspective encore une prise de hauteur sur le côté fractionné, c'est que en fait, ça dépend aussi de la vitesse avec laquelle l'entreprise on souhaite la faire avancer. Exactement. Donc, tu vois, à l'époque, des REC, ça devait représenter 40 heures par mois. Donc, une grosse semaine, alors répartie sur le mois. Donc, on ne pouvait pas déployer toute l'ambition très rapidement. Mais du coup, on avançait quand même, quoi. C'est ça le principal. Ok. Puis en plus, ça t'a peut-être aussi... Alors justement, c'était quoi les grands défis? On a compris... Les grands défis, c'était que tu étais débordé et qu'il fallait plus que tu sois débordé. Ouais. Et comment ils ont été résolus? Parce que moi, il y a un truc qui est super important. D'ailleurs, on a fait une formation là-dessus au catalogue qui s'appelle justement comment. En fait, c'est une double formation. D'un côté, tu formes le bras droit et de l'autre côté, tu formes le dirigeant. Oui, c'est important aussi. Voilà, je suis absolument convaincu que ça peut marcher que si le dirigeant est formé, parce que sinon il va mal utiliser son bras droit. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que toi, t'étais un peu, t'as pas eu de formation, t'étais juste débordé et tu t'es dit bon bah allez, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment t'as réussi parce que ce que je voudrais dire, hein, pourquoi je pose cette question, c'est parce qu'il y a plein de cas où ça marche pas. Il y a plein de cas où ça explose. Plus souvent que l'inverse, hein. Ouais, voilà. Faut pas qu'on donne une image, je trouve, trop idyllique du truc. L'image qu'on peut donner nous deux, c'est des images réussies. On en parle parce qu'on a réussi. Si on n'avait pas réussi, on n'en parlerait pas. Mais il y a plein de cas où ça déconne complètement. Tu citais, par exemple, les associés dans une start-up. Il y a plein de start-up qui explosent justement parce qu'en fait, les rôles sont mal répartis ou parce qu'en fait, tous les deux, ils doivent être visionnaires ou l'inverse ou il n'y a pas d'articulation claire, etc. Comment t'as réussi à surmonter les obstacles? Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors c'est marrant, tu poses la question, c'est comment moi? J'ai pas. C'est-à-dire que c'est à l'époque d'Eric qui m'a formé à titre personnel parce que je me suis mis dans son moule, il avait l'expérience et il a aussi formé la boîte d'une certaine manière en implémentant les systèmes, les process, les moyens de communiquer qui sont aujourd'hui des rituels depuis 5 ans dans la boîte. Et je crois que quand ça fonctionne pas, notamment, c'est quand, en fait, il y a 2 types, je pense, de bras droit. Il y a vraiment un type de bras droit qui est là pour une période assez courte, je sais pas, 1 an, 18 mois, 2 ans, peut-être, pour implémenter les choses. Et aussi éduquer le visionnaire à la façon dont fonctionner. Puis après, il y a le run au quotidien du bras droit. Et un des éléments marquants, je trouve, et la chance que j'ai eu aussi dans cette expérience depuis 5 ans d'avoir travaillé pendant 18 mois avec Derek et depuis maintenant plus de 2 ans et demi avec Romuald, c'est que Derek a construit, Romuald a pris ce qui a été construit et l'a amplifié. Et je suis pas sûr que si Romuald avait démarré au démarrage sans cette expérience, parce qu'il vient des grands groupes, etc., ça aurait fonctionné aussi bien. Et un des outils notamment vraiment concrets, pratico-pratiques, c'est qu'on a construit une matrice d'accountability, une matrice RACI, entre visionnaire et intégrateur, à la fois pour délimiter le scope du rôle et des responsabilités, comme tu le mentionnais, et aussi de se dire qu'il y a des choses, ça on a pu le faire parce que ça a été construit en amont. Super. Vraiment intéressant. Et en plus, je trouve que la manière dont tu le dis, en plus, je trouve que d'abord c'est une grande preuve d'humilité de dire, bah en fait, je suis pas pour grand chose. C'est lui qui m'a. Ah moi, j'adore maintenant. J'adore ça. Ouais. Pas avoir à former. Ouais, mais c'est ça. Et aussi, ça souligne le fait que, en fait, quand on met ça en place, ce qui est, je trouve assez intéressant. Évidemment, il y a quand même une hiérarchie. Le patron, le boss, ça reste toi. Mais en fait, il y a vraiment un partage du pouvoir et en l'occurrence, dans l'exemple que tu cites, on voit bien qu'il y avait un type qui avait une grosse expérience et que tu l'as laissé t'en faire bénéficier. Et ça, je trouve que c'est important. C'est-à-dire que quand on décide de partir sur ce type d'organisation, bon, toi, t'étais au fond du trou, t'avais pas le choix, etc. Mais il y a d'autres cas où c'est juste, ouais, mais moi, j'en ai marre, en fait, dans le quotidien, j'ai l'impression d'être retenu par ma boîte, j'ai l'impression qu'on n'avance plus, j'ai l'impression de devoir m'occuper de tout, quand je suis pas là, ça fonctionne. Et donc, vite, je vais prendre quelqu'un, etc. Faut aussi bien se mettre dans la tête que t'as autant à apprendre de celui qui va arriver que l'inverse.
et que alors toi t'as eu du bol, t'as pris un senior et ça a fonctionné tout de suite. Quelquefois tu peux pas. Quelquefois c'est quelqu'un qui est déjà dans ta boîte que tu veux faire monter, etc. Et là c'est super important d'avoir justement une structure, d'avoir une charte, de savoir comment on fonctionne ensemble, qui fait quoi et qui a raison sur quoi, etc., etc. Je pense que c'est absolument fondamental, quoi. Ouais, complètement. Vous avez mis quoi comme structure en place pour que ça marche? Est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit peu ta structure, en fait? Ce que tu as fait, comment tu as préparé ça, les rituels, comment vous partagez, etc., etc. Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai mis en place, mais je me suis plugué à ce qui a été mis en place. Non, mais c'est important de le dire. Hein. Puis, je pense que c'est aussi ça qui manque chez pas mal de dirigeants, c'est de s'assurer que c'est qu'il y a à la fois le bras droit qui arrive, mais il vient avec sa structure qu'il va venir adapter aux spécificités du business, encore une fois. Et c'est exactement ce qu'avait fait à l'époque Derek, c'est que quand on a commencé à travailler, il a vraiment audité l'ensemble du business. Et dans l'audit, la chance, c'est qu'il connaissait très bien le business model pour avoir travaillé sur un business très similaire aux États-Unis, qui tiennent compte à la fois des spécificités de la boîte, mais aussi mes spécificités personnelles. Parce que je crois que qu'un bras droit qui impose ses méthodes, mais qui tient pas en compte ce qui énergise le CEO, le visionnaire, etc., ça ne fonctionne pas. Ou alors ça fonctionne 2 semaines et c'est fini. Alors là, on est pour une collaboration long terme. Donc ça a été ça, et cet audit lui a permis d'avoir beaucoup de clarté et aussi de voir les chantiers prioritaires, en fait, par rapport à là où je souhaitais aller avec l'entreprise. Et là où je souhaitais aller aussi, c'est un truc que j'ai fait naturellement, mais qui a été game changer. Pour le coup, c'est moi qui l'ai mis en place, qui a été game changer pour mon bras droit de l'époque, c'est de partager la vision. C'est où est-ce qu'on va avec Squared. Alors je pense que j'ai la capacité ou la faculté à me projeter assez loin dans l'avenir. C'est pas le cas de tous les dirigeants. Certains peuvent projeter à 1 mois, 3 mois max. Moi, j'arrive sur les 3 années et ça, c'est du pain béni pour un bras droit qui n'arrive pas, qui adore prendre une vision et de l'exécuter, la rendre possible et la rendre récurrente sur un certain nombre de projets. Et donc, le fait d'avoir pu faire ça de manière aussi précise que possible, il savait exactement où on allait et donc il pouvait piloter le bateau. Maintenant, pour piloter le bateau, effectivement, on a des rituels qu'on a instaurés à la fois dans les outils de communication. Donc ça, j'ai beaucoup appris à la fois de gestion de projet, mais aussi de communication avec l'équipe. Et on parlait des one-one tout à l'heure, ou les 1 à 1. Pour moi, il y en a 3 qui sont juste... si le dirigeant avait juste ses meetings à faire, parce que quand on parle meeting, généralement on se dit c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde, mais c'est d'avoir des weekly, vraiment des points toutes les semaines. Je sais qu'au démarrage, on en avait 2 fois par semaine, un lundi et un le jeudi. Augmenter la cadence, notamment au démarrage, parce qu'il faut dépoter les sujets. Après, on ralentissait à 1 par semaine. D'en avoir un mensuel, où notamment on voyait la partie finance, qu'on n'a pas besoin de voir toutes les semaines. Et puis un meeting que j'adore et que j'adore toujours, c'est nous on fonctionne de manière trimestrielle avec des OKR et donc ce qu'on appelle un quarterly. Alors désolé, j'ai beaucoup d'anglicisme parce qu'encore une fois notre trimestriel plan à 90 jours. Où là c'est vraiment du brainstorm sur la décision par rapport à la vision, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on a bien les ressources en interne, etc. Et donc c'est vraiment cette notion de sparring partner et de résolution de problèmes majeurs, moi qui a été vraiment incroyable et qui est toujours incroyable, parce que je fais exactement la même chose aujourd'hui avec Romuald pour résoudre les problèmes qui émergent dans la boîte et qui permettent de mettre en place les projets d'avenir. Ok. J'ai une question par rapport à la vision, pour que les gens se rendent compte qu'en fait, quand tu dis moi j'ai une vision à 3 ans et elle est très précise, qu'est-ce que ça veut dire très précise? Ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a quand tu dis je suis précis? C'est ok. Ouais. On voit une vision, c'est je veux qu'on devienne une entreprise qui forme, je dis n'importe quoi, les gens, les managers à devenir meilleurs, tout ça. Mais quand tu dis très précis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es capable de dire 3 ans à l'avance quel chiffre d'affaires tu veux faire dans 3 ans, ou ça va jusqu'où en fait? T'as des métriques ou... Ouais, en fait, c'est l'histoire de la vision. Donc nous, on fonctionne sur des cycles de 3 ans. Donc là, on est dans le 2e cycle officiel qu'on a démarré l'année dernière, donc en février 2023. Donc là, ça fait, alors on enregistre le podcast, ça fait un peu plus d'1 an dans cette vision-là, et c'est de se dire, donc du coup, en février 2026, donc en gros, chez nous, c'est une page Notion où je commence, donc tout est écrit, et je commence
avec une vidéo où je lis ce qui est écrit. Salut l'équipe, on est aujourd'hui le 28 février 2026. Voici ce qu'on vient d'accomplir ces 3 dernières années. Et donc, ce qu'on vient d'accomplir, c'est à la fois inspirationnel, où on pourrait dire on veut former les managers, mais d'ici 2026, on aura formé tant de managers. Okay. Et en fait, je décline ça le plus précisément sur l'ensemble des départements de l'entreprise, c'est-à-dire en termes de culture de boîte, ça sera en place. En termes de marketing, ça sera en place. En termes de sales, ça sera en place. En termes de et le plus précis possible. Et finalement, une fois que ça s'est fait, que c'est communiqué, c'est vrai que tous les 3 mois, je mets à jour cette vision, c'est-à-dire que je vais la voir. Je mets en vert ce qui a été réalisé, je mets en rouge ce qui n'a pas été réalisé. Il y a des choses qui ont pu évoluer et ça, l'équipe, alors c'est pas que le bras droit, hein, c'est toute l'équipe, est au courant exactement de là où on va. Et quand je me plante, parce que je pense que l'année dernière, j'ai eu 50% des bonnes réponses, parce que le test nous a montré que les 50% autres n'étaient pas la bonne direction, eh bien on fait une mise à jour de la vision. Hein. C'est pas ancré dans le marbre. Par contre, c'est comme un GPS, on se dit ok, on attire un peu trop sur la droite, là faut un peu se remettre au centre. Et tu dis tous les 3 mois. C'est-à-dire que tous les 3 mois, tu regardes comment tu as avancé par rapport à ta vision, mais aussi tous les 3 mois, tu peux remettre en cause ta vision en disant je me suis trompé là-dessus, en fait, je revois ça ou... Non, je pense que remettre en cause, c'est un bien gros mot parce que quand même, le travail d'une vision à 3 ans, elle est... Bon, c'est pour te dire, en gros, tout ce qu'il y a dans cette vision de 2023 à 2026, ce sont des idées que j'ai accumulées entre 2020 et 2023. Ouais, ok. C'est dans mes échanges, dans les discussions de podcast, c'est dans les masterminds que l'on fait. Dès qu'il y a une idée qui est là, qui me semble pertinente et qui pourrait rentrer dans la vision de Squared, je la marque, je la note, je la consigne. Et c'est vrai que tous les 3 ans, j'ai un gros projet trimestriel qui est de rassembler toutes ces idées, voir celles qu'on jette, celles qu'on garde, celles qu'on combine, pour voir si on peut avoir quelque chose d'assez cohérent pour emmener la boîte sur les 3 prochaines années. Donc, c'est assez costaud, mais c'est un vrai travail. Mais c'est mon rôle pur de visionnaire, de pouvoir communiquer ça. Et après, je pense qu'il y a une mise à jour tous les ans, de se dire, OK, où est-ce qu'on en est? Et c'est là, on peut voir si on... Je vais te dire un exemple. Là, sur les 3 ans, nous, on s'adresse au marché infopreneurial. Dans la vision, j'étais persuadé qu'on allait pouvoir à la fois adresser le marché e-commerce, le marché start-up et le marché agence. Nos premiers tests sur les startups nous ont montré que le visionnaire d'une startup ne se sent pas seul. Il n'a pas besoin de mastermind puisqu'il a, et je l'ai compris, son réseau, il a ses investisseurs, il a soi-même ses groupes, il est pas prêt à investir ce que l'on charge nous pour les masterminds. Donc on l'a appris en 1 an. Donc ça, direct squeezé de la vision et on refocus à fond sur ce qu'on sait mieux faire, l'infopreneuriat. Ça, c'est un exemple concret d'une vision qui n'a pas abouti. Mais c'est bien de le savoir. Hein. Ouais, non, mais c'est hyper important parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est important parce que c'est ce qui fait que tu peux réajuster ta boîte. Ce qui serait terrible, c'est d'avoir une vision à 3 ans gravée dans le marbre et alors que le marché évolue de son côté, toi, tu restes dans tes certitudes et tu fonctionnes pas. Et en même temps, je pense que ce qui t'a permis de te rendre compte de ça, c'est d'avoir eu la vision. Tant que t'as pas, on dit souvent, la vérité, elle est pas avant la décision, la vérité, elle est après la décision. Le fait que t'aies pris la décision, en fait, d'aller dans cette direction-là, ça t'a obligé à mettre le pied et puis de te rendre compte que en fait l'eau était pas du tout à la température où tu voulais qu'elle soit et que en fait c'était infesté de requins ou qu'il y avait pas d'eau et donc c'est très très important ce que tu dis là. Hein, je le souligne parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui restent trop longtemps ancrés dans leur certitude. En fait, t'as les deux. T'as des gens ils changent tout le temps d'avis, c'est pas bon du tout. Mais c'est pour ça que tu m'aurais dit ma vision non elle change tous les mois. Ouais, c'est pas vraiment de vision alors. Et par contre, non, ma vision à 3 ans, c'est comme ça, et on va y arriver. Et même quand tout me dit le contraire, j'y vais quand même, et je pousse, et je pousse, et je pousse. En fait, là où je veux en venir, c'est que le danger, quand on devient visionnaire et qu'on quitte la fonction qu'on avait avant, qui était d'être visionnaire plus réalisateur, c'est qu'on perd parfois son réalisme. Et donc, on part dans des trucs, on se dit, ouais, on va faire ça, etc., etc. Le problème, c'est qu'on n'est plus connecté autant qu'avant au quotidien, au marché, etc. Et c'est important d'écouter son réalisateur qui peut dire, non, mais là, ton truc, là, on se rend compte qu'en fait, ça marche pas. Merci de nous avoir fait tenter ça, mais on a mis les pieds, faut pas qu'on les remette parce que on va y passer, quoi, si on fait ça.
Et c'est important cette articulation, je trouve. Et c'est Oui, bah tu vois, quand tu disais, on parlait tout à l'heure du rôle de visionnaire, moi je passe 6 mois peut-être l'année passée, perdu pied avec le marché, justement pour aller explorer les autres. Bah en fait, ça s'est ressenti même sur notre marché cœur, qu'on faisait pas les bonnes choses. Ouais. Et depuis, je suis bien revenu dedans et ça fonctionne très très bien. Donc d'être connecté au pouls du marché, aux clients, etc. C'est hyper important pour innover dans la boîte, pour toujours être présent. Oui. Après, cette phase exploratoire, elle est certainement nécessaire. T'aurais pas eu elle aurait manqué à la boîte, quoi. T'aurais manqué de stratégie. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu pourrais juste pour avoir un petit peu tu vois, vraiment sentir comment ça se passe, est-ce que tu pourrais nous partager des anecdotes ou une anecdote où tu pourrais nous dire ce que ça a vraiment changé, en dehors du fait que ça t'a libéré pour explorer, etc. Ouais. Mais concrètement, est-ce que tu as des trucs vraiment, tu vois, concrets qui ont évolué liés au fait d'avoir ce bras droit? Ouais. Le partage que j'ai envie de te faire, il est à la fois inspirationnel et concret. C'est-à-dire que quand on a un bras droit qui dépote, moi, ça a libéré mon ambition. C'est-à-dire que du coup, de voir très grand, c'est plus un problème. Je pense que c'est la source, parce qu'on sait que derrière, ça va être réalisé et bien réalisé. Et je vais te donner maintenant le truc concret et l'exemple de notre produit phare qui est le Mastermind, où dans un Mastermind, on a de l'événementiel, beaucoup d'événementiel, où à l'époque, on devait faire 5-6 events par an. Là, cette année, on en fait 21. Et je sais qu'à terme, si on avait la possibilité de le faire, on pourrait même faire un x10 sur ça. Parce que nos événements aujourd'hui sont tellement structurés, systématisés, à la fois dans la préparation, à la fois sur place. Il y a plein d'événements où moi-même je ne suis pas présent. Ouais. Et on a l'équipe qui est. Et on pourrait tout à fait organiser des mastermind plug and play pour d'autres communautés, ce qui est d'ailleurs une des directions vers laquelle on va aller tout tranquillement. Bah ça, pour moi, c'est une situation concrète d'avoir quelqu'un de structuré qui arrive à systématiser les choses pour le déployer sans que moi je sois impliqué. Avec les bonnes équipes, c'est game changer en fait. Tu te rends compte que ta boîte ne dépend plus de toi. Donc ça valorise énormément de choses, ton temps. Ça valorise la boîte aussi si quelqu'un voulait l'acquérir plus tard. Et donc ça, c'est une première chose. Et peut-être la deuxième chose aussi concrète, c'est que pour arriver à faire ce genre de choses, il faut instaurer dans une boîte la culture du feedback, de l'apprentissage continu. Et nous, on a la chance de faire des événements très régulièrement. Et à la fin de chaque événement, on se pose et on se dit, OK, qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui, qu'on va garder pour la prochaine? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et si on devait redémarrer cet événement de zéro, qu'est-ce qu'on ferait différemment? Et ça nous donne, comme dans une shortlist de fonctionnalités produits, bien des actions sur lesquelles on peut travailler. Et aujourd'hui, chez Square, même ces 3-4 dernières années, toutes les innovations qu'on a pu avoir sont beaucoup liées à notre apprentissage terrain de ce qui a pu manquer dans nos événements. Là, tu reviendrais faire un événement mastermind, tu reconnaîtrais l'essence Squared, et tu te dis, ah ouais, ça, il y avait pas, maintenant il y a, c'est trop bien, tu vois. T'es en train d'essayer de me donner envie d'y retourner, là. Peut-être. Est-ce que, super intéressant, le fait que tu puisses déployer, dupliquer, parce que tu as réussi à détacher ta création un petit peu de toi-même, je trouve que c'est intéressant. Moi, c'est ce que j'ai vécu aussi dans mes autres business. Et justement, deux questions. La première te concernant et la deuxième concernant tes équipes, mais en fait, c'est la même question. C'est est-ce que ça t'a coûté de pu être justement que tu vois, t'as même enlevé ton nom, etc. Est-ce que ça t'a fait peur, ça t'a coûté de te dire maintenant c'est plus forcément Romain qui va apparaître devant déjà les clients, les prospects, etc. Et aussi vis-à-vis de tes équipes, c'est-à-dire que est-ce que t'as pas eu peur que tes équipes se disent en fait il nous abandonne, il nous met une personne qui arrive et comment ça s'est passé dans ta tête et comment t'as géré chacune de ces deux postures en fait finalement qui ont évolué? Ouais. Alors ça a évolué parce que l'équipe aussi a évolué au départ quand Derek est venu, on était une petite équipe.
Je crois que le truc qui à l'époque avait pu être un challenge, c'est quelqu'un qui avait ce rôle d'assistant, qui a pu se sentir menacé par un profil plus senior qui arrive et qui va changer les choses. Et je suis plus en lien direct avec Romain. J'avais Romain tout le temps, maintenant Romain n'est plus là. Donc je pense qu'il y a aussi du management du changement à appliquer. Mais ça veut pas dire que lorsqu'on a un bras droit qui est là, on n'est plus là. Au contraire, on est encore plus là pour les meilleurs moments. Et je pense que abdiquer, se dire qu'on prend un bras droit pour abdiquer, c'est pas du tout le bon état d'esprit. C'est pour d'être encore plus dans sa posture de visionnaire. Et là, aujourd'hui, avec notre équipe, ils savent très bien quand est-ce que je caricature, on va voir papa, on va voir maman. Mais on sait très bien qu'avec Romain, c'est pour la vision, c'est pour les projets, c'est pour le futur, etc. Je suis aussi accessible quand on veut parler, mais ils savent aussi que pour l'opérationnel, le quotidien, etc. C'est avec Romuald qu'on doit gérer ça. Et aujourd'hui, on n'a pas de souci là-dessus. Et puis ça, c'est peut-être quand il y a eu l'arrivée du bras droit. Maintenant, tous les nouveaux collaborateurs qui arrivent, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a même pas de question qui se pose. Mais tu peux avoir cette espèce de conflit de loyauté. Enfin, c'est pas vraiment un conflit de loyauté, mais t'as recruté des gens, et puis après, tu mets quelqu'un, et quand tu les as recrutés, ils étaient en direct, tout d'un coup, tu mets quelqu'un. Tu peux pas, effectivement, tu l'as plus ensuite. Mais sur le coup, tu peux avoir, effectivement, ça. Je pense qu'il faut être prêt à perdre des collaborateurs, mais c'est pas ceux, parce que le bras droit arrive pour développer l'entreprise, pour libérer l'entrepreneur, c'est quelque chose qui est nécessaire. Ceux pour qui ça ne fonctionne pas, c'est juste que ils sont arrivés à un stade de développement de la boîte où finalement leur place n'est plus dans la boîte. Okay. Ils vont mieux s'épanouir ailleurs, et c'est ce qui est arrivé. Et par contre, ceux qui comprennent que ça va encore plus leur faciliter la vie, que ça va être encore plus sympa et encore plus mieux, ils sont là et puis ils sont très contents qu'on ait un Mbappé qui arrive dans l'équipe, quoi. Voilà. Clairement, ouais. Et vis-à-vis des clients, t'as peut-être plus moins ça, mais moi je sais que par exemple, au début dans mes boîtes que je rachetais, j'étais j'étais pas le premier commercial, j'avais des commerciaux, mais voilà, les clients ils disaient maintenant il faut que ce soit Cédric, je vais acheter un gros truc, là il faut que ce soit Cédric et tout, et mes équipes le réclamaient, elles disaient mais vous pouvez pas nous laisser gérer tel client, vous connaissez mieux que nous, etc., etc. Donc pour moi c'était la partie la plus compliquée. Alors c'est pas le même genre de business, hein, donc tout est relatif, mais quand même. Pour toi, ça pourrait être donc en fait c'est plus Romain qui est là. On l'a eu, hein. On l'a eu. Je vais te dire, en fait, moi j'ai accepté. Enfin, il faut être conscient, mais c'est que le recul que je le dis maintenant, qu'il peut y avoir une période où on va perdre des clients. Il faut être en paix avec ça. Mais au final, si on assume complètement la nouvelle façon de faire, on va regarder un maximum. Donc c'est vraiment win-win. On a eu dans nos masterminds, et d'ailleurs même aujourd'hui, on a tout un groupe où je n'interviens pas du tout. Et même l'événementiel, c'est pas du tout moi. Les coachings, c'est pas moi qui les fais, notamment dans le Mastermind 67. Et c'est tant mieux parce que finalement, on est toute une équipe. Alors ça, c'est un truc qui aide bien, c'est faire disparaître le CEO pour mettre en avant l'équipe. Que ce soit là, nous, c'est un gros effort en ce moment, c'est que on crée des contenus avec nos coachs en ligne pour qu'avant même qu'un client rentre chez nous, un membre, il ait déjà entendu potentiellement la personne qui va le coacher avec qui j'ai discuté. Et ça, il faut se dire, il y a peut-être quand on prend la décision 9 mois, 1 an, où il y a cette période un peu de flottement. Mais il faut l'accepter. En fait, ça fait partie du jeu, tout simplement. En fait, ça faut bien gérer. Il y a un peu d'overlap et il faut pas trop vite se retirer parce que là, tu fais un trou dans le chiffre. Mais voilà, il faut que ta nouvelle manière de gérer des clients et les nouveaux clients que ça va d'ailleurs faire rentrer, petit à petit compense les ralentissements éventuels sur les gens que tu avais en direct. Ouais. Les grands changements, juste pour la petite anecdote, les grands changements comme ça, des fois on hésite à les faire parce qu'on a toutes ces peurs derrière. Donc là, on parle de bras droit. Nous, on a eu aussi ce changement de promo annuel de nos masterminds à des promos, on va dire, on a 3 moments dans l'année on peut rentrer, donc un overlap aussi des membres dedans. On a pu avoir des levées de boucliers, et en fait, il a fallu à peu près 1 an et demi, 2 ans pour que les nouveaux membres, ça leur paraisse complètement normal. Et au final, maintenant, on pourrait pas revenir en arrière. Pourtant, nous, dans la façon de gérer à la fois le business, à la fois l'accompagnement, c'est mieux qu'on fasse ça au fil de l'eau et qu'on n'ait pas genre une rentrée de membres une seule fois dans l'année. Donc, c'est pour ces grandes décisions, il faut y aller, il faut assumer, il faut aller jusqu'au bout. C'est que ça va pas en 3 mois, on va dire c'est la mauvaise décision, puis après au bout de 6 mois, 9 mois, 1 an, c'est ok, on a bien fait de faire ce move. Faut garder le cap, ouais. Tout à l'heure, tu disais que le fait d'avoir un bras droit, un réalisateur, ça t'avait permis en fait de te libérer
et d'être beaucoup plus ambitieux qu'avant. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où en fait finalement tu as été trop ambitieux? C'est-à-dire que ce qui m'intéresse là, c'est l'articulation entre ouais, on va faire ça, ça y est, maintenant un peu quand le parallèle, je le reprends par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, t'es en vacances, tout paraît possible parce que je sais pas, t'es dans l'ambiance, etc. Mais ton bras droit, lui, il est pas dans cette situation-là. Lui, il voit débarquer des projets de tous les côtés. Est-ce que tu as eu des moments difficiles ou de confrontation, je veux dire comme ça, avec ton bras droit, où il t'a dit non mais Romain, ouais, stop. T'es gentil. Voilà, tu sais que moi, c'est moi derrière qui vais devoir faire tout ça, et moi j'ai peut-être mon mot à dire, quoi. Ouais. 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que je pense que je suis assez rationnel par rapport à ça. Toi, je l'ai pas dit dans le podcast, mais je suis ingénieur de formation, donc j'arrive à voir. Oui, je suis créatif, mais j'arrive à avoir les ressources nécessaires, le temps nécessaire pour ça. Et puis j'ai ce motto qui est de dire il n'y a pas d'objectif trop ambitieux. Souvent, c'est les deadlines qui sont trop ambitieuses. Oui. Donc oui, j'ai partagé le projet, mais je vais jamais dire c'est pour demain ou c'est pour dans un an ou c'est pour dans 6 mois. Enfin, ce que je vais faire, par contre, c'est que l'idée, elle va être posée et on sait que potentiellement, c'est une idée qu'on reverra dans la vision à 3 ans. Donc, tu vois, mon bras droit, il se dit, OK, c'est cool. Et c'est intéressant, tu vois, mais on a le temps de laisser maturer. Et puis, parfois, et c'était à l'époque, notamment, quand je travaillais avec Derek, qui ne travaillait que 40 heures par mois, il avait cette phrase que j'adorais, qui me disait pas non sur le nouveau projet, mais il me disait, OK, si on fait ce nouveau projet, on supprime lequel sur lequel on s'est déjà engagé. Super. Et là, ça me remettait directement dans la réalité des choses et je fais, ouais, t'as raison. Ok, bon, on verra ça pour le trimestre prochain. Nous, voilà. on le met carrément concrètement. Tu sais, nous, on a un truc que j'appelle le business de poche, qui est un fichier Excel que j'avais présenté, je crois d'ailleurs, à une occasion. Oui. Et en fait, dedans, il y a un onglet, c'est les projets. Et en fait, il y a 5 emplacements, tu vois. Et donc, la question, ou 3 emplacements d'ailleurs, ça dépend de la taille de la boîte, etc. Et donc, quand j'arrive moi avec mon nouveau truc, Délie, elle me fait, je le mets où alors à la place de celui-là ou et là je me dis bon. Et en fait, il y a un emplacement à droite, c'est les futurs projets. Et en fait, c'est un peu ce qu'on appelle la marmite à idées, l'incubateur, on peut l'appeler comme on veut. La voie de garage. Qui sortent comme ça, elles vont là-dedans. Et puis 3 mois après, par exemple. Quand on a fini le projet, un des projets, on va là-dedans et on se dit est-ce que c'était vraiment une bonne idée, est-ce que ça correspond au plan, etc. Donc je suis d'accord. Je pense aussi d'ailleurs que la personne, je sais plus où j'avais vu ça, mais je suis absolument en phase avec ça. Je pense que la personne qui doit avoir le dernier mot, c'est la personne qui va réaliser. Bras droit. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir la personne parce qu'il faut que tu sois capable d'accepter qu'elle refuse, qu'elle te dise non, ça plus ça plus ça passe pas, on fait pas. Ou alors, voilà les conséquences. Ça veut dire qu'on sera en perte pendant un moment parce que je vais avoir prendre des ressources. Est-ce qu'on est OK avec ça? C'est vraiment important, je trouve, d'avoir ça. Sinon, tu crames ton bras droit, quoi. Et ça fait partie du leadership du bras droit aussi. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de seniorité. Le fait de pouvoir dire ça à son CEO, son sparring partner. Il faut avoir confiance en soi, il faut pas avoir peur de décevoir, mais bon, tu le sais mieux que moi, la communication, la confiance et la communication, c'est la base de n'importe quelle relation de collaborateur et encore plus à la tête de la boîte. Carrément vrai. OK. Maintenant, si tu te retournes vers ton expérience, si tu regardes un petit peu en arrière, est-ce que tu modifierais certaines choses de ton histoire? Est-ce que tu ferais différemment? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Comme je l'ai dit, je pense que j'ai beaucoup de choses. Alors c'est vrai que beaucoup de chance, pardon. Derek, c'était une chance. Romuald, ce n'est pas une chance puisque j'ai fait la démarche proactive d'aller le débaucher. Donc j'ai vraiment j'ai eu le je me souviens de ça. Ouais. C'est-à-dire que c'était assez simplement, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'ai vu il y a à peu près 3 ans qu'on avait chez Square besoin de quelqu'un à plein temps, que Derek, j'aurais adoré faire ça avec lui, mais que lui ne pouvait pas, puisque c'est un modèle fractional, s'est mis en branle le recrutement d'un nouveau COO, et c'est un recrutement qui se passe sur le long terme, parce que souvent les gens qui sont très bons, ils sont déjà en poste. Donc moi, ce que je me suis vraiment inspiré, c'est la petite anecdote de cette histoire qu'on raconte sur Steve Jobs et sur Scully, l'ancien PDG de Pepsi. Donc
Romuald, c'est un ancien copain d'école d'ingé avec qui j'avais fait de l'associatif, avec qui je me suis toujours dit dans le fond de mon cœur qu'un jour on fera ensemble, quelque chose ensemble. Et 15 ans plus tard, je lui ai envoyé le message, quoi. Et je lui ai envoyé un message en lui disant, écoute, j'aimerais te parler d'une opportunité. Et c'est parti de là. Et par contre, c'est là où je lui ai vendu la vision de voici ce que Squared est, voici où est-ce qu'on va aller, voici potentiellement. Et Romuald avait un super poste dans le pétrole, notamment dans l'industrie pétrolière. Le sens de ce que l'on faisait lui parlait beaucoup. On avait de très bonnes affinités tous les deux et je savais que il avait de très très belles compétences pour porter la suite. Et il s'est passé à peu près 6 à 9 mois entre le temps qu'il quitte son job, le temps qu'on fasse la transition avec Derek. Mais c'est tout à fait possible. Or, pourquoi ça? C'est que moi, tu m'as demandé avec le recul, je suis très content d'avoir une partie fractionnelle pendant un premier temps, très content d'avoir fait ce move d'avoir quelqu'un à plein temps. Maintenant, s'il y avait 2 éléments peut-être d'apprentissage, j'ai trop longtemps cru que c'était au CEO de gérer, de former le bras droit, ce qui m'empêchait d'en recruter un. Tu vois? Et je pense que beaucoup de dirigeants se disent ça, c'est comme ils l'ont jamais fait et qu'ils savent pas faire et qu'ils se disent qu'ils doivent apprendre à l'autre à faire. Non, il faut s'assurer c'est direct dans un premier entretien. On regarde qu'est-ce qui prend le lead. Ouais. Et donc si le bras droit prend le lead et que ça correspond bien aux choses, c'est déjà un très très bon indice parce que si on doit manager son bras droit, c'est mort. Et puis je pense que j'aurais dû deuxième enseignement, le faire intervenir plus tôt. Tu vois, je l'ai fait intervenir dans le business à un moment donné où je savais que j'avais pas d'autre échappatoire. Or, c'est un peu comme le burn-out. Il y a des indices insidieux qui sont là. Donc, je pense que j'aurais pu le faire avant. Est-ce que j'aurais réussi à le faire avant alors que le besoin n'était pas genre devant moi? Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ce sont 2 éléments que j'aurais voulu te partager là. Super. La deuxième, là, ce que tu m'as dit, j'aurais dû le faire avant, c'est ce que tout le monde me dit une fois qu'il a trouvé son bras droit, et c'est ce que je pense fondamentalement. Moi, je me suis toujours dit que j'avais toujours trop attendu dans n'importe quel de mes business pour le faire. Parfois même quand tu es tout seul, la première question c'est est-ce que je peux prendre quelqu'un qui me complète? Enfin, je veux dire, tu peux même démarrer, tu es tout seul et tout d'un coup tu es 2, mais faire vachement gaffe à la complémentarité justement entre les deux. Et vraiment intéressant aussi ta réflexion sur qui prend le lead. Ça permet effectivement, moi j'ai eu des expériences qui n'ont pas réussi, hein, et à chaque fois, c'était ça le problème. C'est qu'en fait, le bras droit m'attendait trop et s'attendait trop parce que je le forme et je le coach et moi quelque part ça m'arrangeait parce que tu te dis comme ça je perds pas vraiment le contrôle, etc. En fait, c'est un mauvais calcul. Très mauvais calcul. Ouais. Depuis, moi je me rends compte là où ça marche le mieux, dans les boîtes où ça marche le mieux, c'est les gens à qui je peux dire non mais décide, je te fais confiance, tu vas réussir, etc. Et d'ailleurs faut toujours lutter contre notre tendance à parfois vouloir reprendre en fait. Je pense que c'est là après toi on est sur la posture d'entrepreneur ou de chef d'entreprise, c'est le lâcher prise. Alors, c'est beaucoup plus facile de lâcher prise avec quelqu'un dont tu sais pertinemment que ça va être ouf le résultat de son travail. Mais quand on a eu l'habitude justement de travailler avec des gens, être dans le micromanagement, dans le contrôle, il y a aussi ça à réapprendre en tant que visionnaire. Ouais, on change de dimension. Lâcher prise. Ouais. On change de dimension, ouais. Alors on aime bien finir par des best practices ou des outils, puis toi je sais que t'en as, je sais que ça te parle beaucoup. Est-ce que tu aurais 3 outils à partager avec nos auditeurs qui leur permettraient des trucs pour lesquels ils puissent passer à l'action dès demain. Et là, j'élargis le champ. Hein. Je te parle d'outils qui les aideront dans leur management en général. Ouais. Écoute, je vais te partager 3 outils qui sont issus d'une conversation que j'ai eue avec des coachs où j'aurais demandé, vous êtes freelance, qu'est-ce qui fait que vous soyez aussi engagé chez Squared au quotidien depuis plusieurs années? Et ils m'ont dit, écoute, il y a 3 trucs qu'on adore chez Squared, donc je vais le partager. Le premier, c'est le 15-5. Je me demande si on n'avait pas déjà parlé il y a 3 ans quand on avait fait l'enregistrement. En tout cas, moi, je connais. Ouais. Je pense que c'est toi qui m'en as parlé. Donc, est-ce qu'on était online ou offline? On va voir. En fait, c'était
Enfin, c'est un outil. 15Five, c'est déjà un outil sur le web, mais c'est aussi une méthode. 15 en anglais, c'est 15 minutes. Donc 15 minutes pour le collaborateur chaque fin de semaine, ou des fois toutes les 2 semaines ou tous les mois. En fait, ça dépend un peu de la fréquence de travail qu'on a avec le collaborateur, s'il est à temps plein ou à temps partagé, qui va partager qu'est-ce qui s'est bien passé dans la boîte, qu'est-ce qui le frustre, etc. Et 5 minutes, le 5, pour le manager de relire ça. Et au final, ça pourrait, je dis ça pourrait parce que je pense que le one-one, et tu m'as convaincu du sujet primordial, mais ça pourrait remplacer un one-one de manière asynchrone. En tout cas, nous, justement, avec Derek, il n'avait pas le temps de faire des one-one comme parce que à temps partagé. 15Five marchait très très bien. Donc maintenant, nous, on l'a utilisé sur cette plateforme. Maintenant, on a ça en interne dans notre outil de gestion de projet. Ce qui est sûr, c'est que le 15Five, nous on appelle ça le 15-5 ou le rapport flash. Ouais. Ça raccourcit vachement les réunions d'équipe parce que tu économises juste. Et nous, on le partage. Il est collectif. Je sais pas si. Oui. Toi, ouais. Non, parce qu'il y a quand même des sujets des fois perso dedans. D'accord. Ça, c'est un. Ok. Ouais, intéressante cette perspective. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle, alors c'est encore de l'anglicisme, c'est Core Value Shout-out. Je disais juste avant que tous les trimestres, on réunit l'équipe et je leur fais un point sur la vision, sur ce qu'on accomplit, ce qu'on va accomplir. Et on commence tous les réunions, donc c'est sur Zoom, c'est de manière, on est tous connectés sur ordinateur, où on va prendre chaque valeur cœur de Squared et on leur a demandé de préparer un shout-out, c'est-à-dire que chaque collaborateur doit citer 2 personnes dans la boîte qui, au cours du dernier trimestre, a mis en avant l'une de nos valeurs. Et en fait, c'est génial parce que t'adores complimenter quelqu'un, t'adores recevoir des compliments. En plus, ça ancre tous les trimestres vraiment notre ADN chez Squared. Et ça, c'est juste génial, quoi. Et ça permet d'être attentif à ça. Ça, je trouve ça génial. En plus, c'est un bon moyen de rattacher le comportemental et les valeurs, ce qui est absolument indispensable. Ouais. Tu vois, il y a plein de boîtes où il y a des valeurs, mais en fait, le comportemental, c'est pas du tout celui des valeurs et c'est ce que tu puisses faire de pire dans une boîte. Vaut mieux pas avoir de valeurs. Ouais, et puis les valeurs, elles se développent plus en valorisant des collaborateurs qui montrent par le comportement quelque chose, voilà, qui met en valeur la valeur, que de dire ça c'est pas bon sans dire que c'est pas rattaché à la valeur, quoi. Donc c'est plus positif dans l'énergie. Donc ça, on aime beaucoup faire ça tous les trimestres. Et puis après, on aime aussi toutes les semaines. Alors, on fait ça sur Slack. On appelle ça le crushing, c'est-à-dire que on reflète sur la semaine qui s'est passée et on va juste applaudir ou faire un high five ou quelque chose de très positif auprès des collaborateurs avec qui on a interagi dans la semaine et qui nous ont apporté quelque chose de concret dans la semaine. Donc tout pareil, c'est de la valorisation, c'est hyper sympa à lire. En plus, le vendredi, on débauche, on lit ça, on termine sur une note hyper positive. Et ça, tu vois, ces 3 éléments, le 15-5, le Core Value Shoutout et le crushing sur Slack, qui sont vraiment... Alors moi, on l'a mis en place et j'aime le faire, mais en fait, c'est vraiment clé pour nos collaborateurs et ouais. Ils adorent ça, quoi. Et t'as raison de partir de ce qu'ils disent. Qu'est-ce qui vous plaît qu'est-ce qui vous plaît chez nous, c'est ça. Ouais. Et qui ne retrouvent pas forcément, vu qu'ils sont freelance, chez d'autres clients. Ouais, nous on avait fait le test et c'était les 1 à 1 qui revenaient le plus chez les gens qui étaient passés chez nous. Parce que c'était dans des boîtes où justement l'individu était pas forcément mis en avant et etc. Ok, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour de piste, Romain. Ouais. Je te remercie infiniment. En plus, je suis content que tu aies pu illustrer par des exemples concrets. Je pense que ça va parler à tout le monde. Ça va sûrement donner envie à plein de gens de passer le pas et puis peut-être de se mettre à la recherche de leur bras droit. Comme on mettra en commentaire comment te contacter, hein. Sinon, je pense que c'est sûrement sur LinkedIn, Romain Collignon sur LinkedIn. Instagram, LinkedIn, c'est parfait. Je suis actif tous les jours, je réponds aux questions. Donc, Ok, génial. Écoute, ça m'a fait plaisir. Grand plaisir aussi, Cédric, c'était top. Bientôt, salut. Salut. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a énormément plu. Avec Romain, on est vraiment d'accord sur quasiment tout ce qui concerne le management. Comme je te le disais en intro, si tu veux aller plus loin, si ça t'a donné envie soit de devenir un bras droit, si tu es manager, ou soit d'embaucher un bras droit si tu es chef d'entreprise, on a créé une formation là-dessus qui détaille tout, qui explique tous les process et qui apprend aux beaux managers à devenir bras droit et aux chefs d'entreprise à
travailler avec un bras droit. Il suffit de suivre le lien qui est en descriptif, qui va t'emmener sur la formation qui s'appelle Bras droit gagnant. À bientôt.